Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Il s'appelle David Lacomblède, il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre S'informer demain, lutter contre le virus des fake news aux éditions de l'Observatoire. Alors ce sont des livres à télécharger sur Internet, ça coûte 1,90 € et ça se lit assez facilement. Et moi j'avais une première question pour vous. Je me disais que finalement le confinement était propice aux fake news avec les messageries privées, les gens ont eu le temps d'écouter les informations, de les propager. Est-ce que justement ça a accéléré le processus ? Alors, le confinement était propice à l'information. L'information. Des colonnes des journaux, votre radio, la première d'ailleurs, a consacré plus de la moitié de son temps d'antenne d'information au sujet du coronavirus pendant les 3 mois de confinement et de crise dont nous ne sommes pas encore sortis. Et donc effectivement, le terrain était propice aussi à la diffusion de distorsions, de manipulation de ces informations, de fake news pour faire simple. Et c'est vrai que vous aviez la moitié de l'humanité chez soi qui avait du temps finalement pour s'informer, pour se distraire aussi, pour échanger et songer que vous avez plus de la moitié de l'humanité qui est passée au moins une fois sur un réseau social pendant la crise. Et effectivement, vous pouviez partager des vraies informations et parfois aussi des fausses. Oui, c'est ça, parce que David Lacomblède, ce qui a changé depuis, maintenant, disons, une dizaine d'années, et vous êtes un spécialiste du digital, c'est que le digital a accéléré cette transmission de l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou pas vérifiée, ou même avec des erreurs, quand elle vient même, y compris des paroles les plus officielles. On l'a vu avec, avec l'histoire du Covid, quoi. Ça a beaucoup changé, en fait, les choses, non ? Ça marche un peu comme ce jeu du mobile où vous échangez une phrase de proche en proche sans la dire tout haut, et à la fin il y a une révélation de la phrase qui n'a plus rien à voir avec la première qui avait été dite. Mais ça marche un peu comme ça avec les réseaux sociaux et Internet, sauf que vous parlez d'une bouche à des millions d'oreilles. Et ce que l'on peut dire là maintenant peut être entendu à l'autre bout de la planète avec un effet domino extraordinaire qui sidère au sens propre tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est qu'en France, par exemple, je crois qu'il y a quelques études, vous en parlez dans votre livre, un Français sur 3 qui privilégie désormais Internet pour pouvoir s'informer. Pour pouvoir s'informer, un Français sur 3, mais un Français sur 2 âgé de moins de 35 ans. Et il faut bien voir que vos auditeurs sont de plus en plus nombreux à vous écouter par l'intermédiaire d'Internet. Et d'ailleurs, certainement font-ils autre chose en même temps, c'est le propre de la radio. Et pour beaucoup d'entre eux, peut-être d'échanger sur des messageries privées ou des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on le voit bien avec une radio aussi comme la vôtre, vous n'êtes plus seulement une radio, vous êtes aussi une télévision, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, et vous êtes devenu un média, un multimédia au sens propre du terme. Oui, non mais c'est vrai totalement, même si ce matin, on devait être avec vous par liaison Zoom, et comme quoi on dépend encore beaucoup aussi de la technologie, puisqu'il y a évidemment un petit souci. Alors, il y a un passage dans votre livre où vous parlez d'overdose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ? Il faut bien voir qu'à chaque crise, désormais, le phénomène de manipulation de l'information s'amplifie. Il y en a de plus en plus à chaque fois, et c'est vrai qu'on a atteint un sommet avec la crise sanitaire que nous vivons. Et avec un risque majeur, c'est qu'à un moment, si vous vous retrouvez enseveli sous des informations qui atteignent à votre propre dignité, c'est que vous en détourniez et que vous ne fassiez plus le tri entre ce qui est véridique, vrai, hiérarchisé, recherché comme le font des médias professionnels, et que vous vous retrouviez sous un tas de détritus et que vous mettiez tout à la poubelle. C'est comme dans l'espace public, si votre rue est jonchée de détritus tous les jours, à un moment vous en détournez et vous ne cherchez pas à savoir si le sol était joli en dessous. C'est ça. Donc ça conduit à cette overdose. Alors avec une difficulté qu'on n'avait peut-être pas auparavant parce qu'on avait plus de temps et l'information n'était pas partagée immédiatement sur les réseaux sociaux, et donc on pouvait essayer de vérifier en fait un peu les choses, ou en tout cas ça se propageait un petit peu moins. L'instantanéité fait le contraire. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur, vous en parlez en fait dans votre livre sur le Covid, ils ont été eux-mêmes un peu débordés, c'est-à-dire qu'ils devaient, alors qu'ils étaient mobilisés, ils devaient démentir sans parfois des informations ou pas, sans d'ailleurs avoir toutes les données, quoi. Oui, avec ce risque que lorsque vous commencez à démentir, vous
vous produisiez une erreur. Et c'est vrai que cette instantanéité, comme Cécile en parlait, crée un risque fort de commettre des gaffes, et que cette gaffe reste gravée dans le marbre numérique à vie. Oui, oui. Mais il n'y a pas une perversité justement du système, parce que tout le monde joue sur les fake news, parce qu'il y a des partenaires qui sont partenaires de sites sur lesquels sont diffusés des fake news. Il y a un côté mercantile, il y a un côté idéologique. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez des marques commerciales qui se retrouvent à leur corps défendant à financer des sites de fake news. Oui. Ils ne le savent pas, donc on ne peut pas leur reprocher. En revanche, ils seraient taxables et redevables si, quand on leur dit, ils ne font rien. Alors, par chance, les plus grands annonceurs français, en l'occurrence, prennent toutes les mesures aujourd'hui. Néanmoins, mais c'est le rôle de qui, ça, de leur dire? C'est le rôle de qui, finalement? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Non, c'est leur rôle à eux que de juger les sites sur lesquels ils sont et de savoir si, à leurs yeux, ce sont des fake news ou pas, puisqu'il n'y a pas une table de la loi des fake news. Il n'y a pas et heureusement, un organisme supérieur qui est chargé de vous dire ça c'est la vérité et ça c'est faux. La véracité de l'information, et vous le savez bien, est née d'un consensus. C'est bien parce que nous sommes tous d'accord à un moment sur une chose que c'est une information, là où effectivement certains viennent les distordre pour faire des mensonges les vérités de demain, à des fins idéologiques ou mercantiles. Oui, sauf qu'une information devenue virale, forcément une information pousse une autre, une information devenue virale, on a du mal à revenir en arrière parce qu'il se passe tellement de choses que finalement on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a une superposition des informations. Un théoricien nazi qui disait répéter un mensonge 100 fois pour en faire une vérité. Et on est bien dans cette difficulté-là aujourd'hui, d'arrêter cette spirale. Et pour ce faire, je préconise et je recommande de créer une agence spécialisée, indépendante, avec une plateforme de défense informationnelle pour prendre les manipulateurs à leur propre jeu, mettre la lumière sur eux, les signaler à la justice quand il le faut et réunir les moyens d'État pour le coup. Il y a beaucoup de personnes qui luttent contre les fake news, mais elles sont toutes dans leur coin sans vraiment être coordonnées. Et face à un enjeu majeur, il faut mobiliser des moyens, comme le font d'ailleurs certains pays. Je pense à la Grande-Bretagne, par exemple, qui a créé une agence il y a 3 ans et qui mobilise sur les 5 ans qui viennent 100 millions d'euros. Et on peut être sûr d'être indépendant? On peut avoir l'assurance d'une indépendance totale? L'indépendance, c'est d'y engager la société civile, d'y engager des représentants des médias et des journalistes, et les citoyens eux-mêmes, parce que c'est bien leur propre responsabilité qui est en jeu. En matière d'information, il y a aussi des gestes barrières. C'est déjà chacun à son niveau de vérifier les informations, non pas en faisant un travail d'enquête, mais peut-être en multipliant un peu les sources, ne pas croire tout ce que l'on vous dit, et de tourner 7 fois ces messages dans ces messageries privées avant de les envoyer, parce qu'on oublie trop souvent qu'en diffusant une fausse information, alors qu'on a bien vu qu'elle était fausse, que son voisin, ses amis, sa famille ne s'en rendront pas compte parce qu'on lui a donné son propre crédit au passage. Oui, c'est vrai. Alors on tape quand même beaucoup là sur le digital et sur ces diffusions d'informations, qu'elles soient fausses ou bonnes. En tout cas, ça a quand même permis d'ouvrir beaucoup aussi les vannes. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y avait une information officielle et on avait du mal à en sortir quand même, non? Vous n'avez pas l'impression, David Lacomplette, que en cela c'est quand même un gros progrès aussi? Alors, on tape beaucoup sur le digital parce qu'on tape toujours sur le dernier média qui arrive. On tapait beaucoup sur le livre qui allait faire rentrer le diable dans la chambre des femmes. Et sur le cinéma, la télé, souvenez-vous. Et donc effectivement, ça fait partie du fait que vous ne pouvez pas être leader et escompter qu'on ne vous tape pas dessus. C'est vrai que c'est un instrument, un outil de propagation de la liberté inouïe. Charge à chacun d'entre nous de l'utiliser avec responsabilité, mais c'est vrai que ça permet de se divertir, de s'informer, d'aller à l'autre bout du monde. C'est une fenêtre sur le monde. Non mais moi je vais plus loin, David Lacomplette. C'est aussi parfois en fait de poser des questions, parce que il y a des informations que tout le monde ne peut pas vérifier, mais il y a tellement de sources qui arrivent aujourd'hui. Il y a y compris donc des sources avec des informations qui peuvent être fausses ou qui peuvent être posées en fait un certain nombre de questions, et tout de suite on dit aussi, si elles dérangent un peu, attention, c'est une fake
fake news. Je pense que là, il faut être capable quand même aussi de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça, non ? Bien sûr, et c'est tout l'enjeu des marques de médias que de créer des balises dans l'océan du numérique et auxquelles on peut se référer. Et effectivement, ça crée sur elles une exigence phénoménale de probité, d'honnêteté intellectuelle, de vérification des sources, de hiérarchisation et d'écriture, de raconter un récit. C'est tout le métier et le beau métier de journaliste. Chacun doit être responsable. Et pour ça, on terminera là-dessus. Il y a quelque chose sans doute d'essentiel, mais qui est long à mettre en place. Il y a de la responsabilité individuelle et il y a l'éducation en fait derrière. L'éducation aux médias probablement aussi pour qu'on commence chez les plus jeunes. Alors, l'éducation aux médias pour les plus jeunes, qui en réalité se passe plutôt bien. Vous avez quand même 2 jeunes sur 3 de moins de 13 ans qui ont déjà accès à un réseau social, d'ailleurs souvent accompagnés par leurs parents parce qu'ils leur offrent un téléphone mobile pour l'entrée en 6e. Non, c'est aussi l'éducation des parents et même des grands-parents. Par les plus jeunes, peut-être qu'il faut aussi envisager parfois, parce qu'ils y arrivent de manière un peu plus débridée, en omettant que effectivement ce qu'ils disent va être regardé par énormément de personnes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. David Lacomblette, donc s'informer demain, lutter contre le virus des fake news aux éditions de l'Observatoire. Vous pouvez télécharger 1,95 €, des brouettes. On vous fait 1,95 €. Allez, voilà, c'est pesé, c'est vendu. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Valérie Expert dans un instant, Dédé Berkoff sur le pont ce midi, Brigitte Lahaye, toutes les équipes, Trina Magdine, Christophe Bordet, Didier Maïs.